Yo, salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu voudrais connaître un peu plus sur l'histoire de cet homme qui fut l'un des plus grands intellectuels africains de ces 60 dernières années, qui a marqué l'histoire politique de l'Afrique, mais qui malheureusement est mort assassiné dans son propre pays, la Guinée-Conakry. Il s'agit de Diallo Telli et je t'en parle tout de suite. Aboubacar Diallo Telli, de son vrai nom, est né en 1925 dans la ville de Mamou. Mamou étant une ville cosmopolite composée de toutes les communautés guinéennes qui s'y retrouvent. C'est la jonction entre trois parmi les 4 grandes régions naturelles qui composent la Guinée, en l'occurrence la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée et la Haute-Guinée, la Guinée forestière étant un peu plus loin. C'est à Mamou qu'on a vu naître l'un des plus grands écrivain de la littérature africaine, en l'occurrence Thierno Moule Nimbo, qui n'est pas aujourd'hui à présenter. C'est à Mamou que se déroula la dernière grande bataille contre l'impérialisme français, sous l'égide du grand Almami chef Peul, en l'occurrence Bokar Buro Bari, qui s'est battu corps et âme pour défendre la dignité et la souveraineté de la région et de la nation guinéenne. C'est à partir de 1896 qu'il fut assassiné. Diallo Telli fera ses études donc dans cette ville cosmopolite, Mamou, ses études primaires et coraniques avant de partir à Conakry, puis au Sénégal où il poursuivra ses études à l'école William Ponty. À William Ponty à Dakar, il décroche son baccalauréat parmi de nombreux autres intellectuels africains, d'autres étudiants, d'autres élèves qui feront la fierté de l'Afrique dans les années à venir. C'est William Ponty qui a façonné l'intelligentsia africaine, pour la plupart. En 1951, il coupe son premier billet d'avion pour la France. De là, il s'inscrit à l'École nationale de la France d'outre-mer et décroche son diplôme de licence en droit pour la première fois. Puis en 1954, il obtient son doctorat dans la même filière. Une fois son doctorat obtenu en France, il décide de rentrer en Afrique. Il débarque pour la première fois au Sénégal, encore après avoir terminé ses études. Il vient au Sénégal et s'installe à Thiès. À Thiès, il décroche son premier job en tant que procureur substitut de la République. Après Thiès, il décide de poursuivre sa trajectoire. Il pose ses valises cette fois-ci à Cotonou, au Bénin, l'ancien Dahomey du grand chef guerrier africain Béhanzin. De là, il occupera une fonction d'avocat auprès du tribunal de Cotonou. Bon, après sa tournée ouest-africaine, il décide de rentrer en Guinée. Son arrivée va coïncider avec l'ascension de la Guinée à l'indépendance sous la houlette du jeune président Ahmed Sékou Touré. Mais avant cela, il fut nommé à la tête de l'AOF, Afrique occidentale française, sous l'administration coloniale. Il sera donc le secrétaire permanent de l'AOF jusqu'en 1957, c'est-à-dire une année juste avant l'indépendance de la Guinée. Et parallèlement, en Guinée, le combat pour la décolonisation s'accélère. Une année après, en 1958, la Guinée accède à l'indépendance. Son jeune président, Ahmed Sékou Touré, alors âgé de 36 ans, décide de prendre les destinées de la Guinée pour les prochaines années à venir. Donc, Diallo Telli décide de rentrer et d'accompagner le mouvement. Sauf que la Guinée va s'enfermer en elle-même vis-à-vis des pays occidentaux pour s'ouvrir vers le bloc communiste. Donc, il n'y avait plus d'investissement étranger. Le pays va faire des relations de coopération bilatérales et multilatérales avec les puissances communistes, en l'occurrence la Chine, en l'occurrence la Russie, en l'occurrence certains pays tels que Cuba et Venezuela. Donc, la lutte pour la souveraineté va s'enchaîner. Mais cela ne va pas plaire aux nations occidentales telles que les États-Unis, la France et l'Angleterre qui vont tourner dos à la Guinée. Diallo Telli, voyant cette situation drastique, décide donc d'entamer des négociations pour réouvrir le dialogue
entre la Guinée et les pays occidentaux pour que les investissements ne cessent pas. C'est ce qui va enfin accélérer les tensions entre Sékou Touré et Diallo Telli. C'est par la suite que Diallo Telli va négocier, par exemple, l'adhésion de la Guinée aux Nations Unies. Le 12 décembre 1958, cette demande sera validée par les nations occidentales pour que la Guinée puisse avoir sa place dans le concert des nations, dans les prises de décision internationales. Voilà pourquoi, en tant que Guinéens, nous lui devons toute cette reconnaissance et cette gratitude d'avoir été le négociateur qui a permis à ce que la Guinée obtienne sa place, son siège dans le concert des nations, dans les grandes prises de décision internationales. Ainsi, après avoir entamé ces démarches de négociation, Diallo Telli va rentrer encore en Guinée. Arrivé en Guinée, Sékou Touré va être fier de lui d'avoir pu, quand même, malgré que la Guinée ait dit non à la France, puis obtenir une place dans la prise de décision, dans les prises de décision internationales qui concernent les nations occidentales et les nations communistes. Et pour le récompenser, il va le renvoyer aux Nations Unies pour le nommer en tant que représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies. C'est à partir de là que Diallo Telli va accentuer son courage pour le combat pour l'Afrique, pour l'émancipation des peuples, et va tenir beaucoup de discours sur les questions d'indépendance africaine, pour la souveraineté des nations africaines, pour défendre les pays qui sont sous le joug colonial, tels que le Congo, tels que l'Angola et beaucoup de pays qui étaient sous domination de l'impérialisme. Diallo Telli va tenir des discours sur la tribune des Nations Unies. C'est tout à la fois un grand honneur et un privilège singulier pour moi de représenter ici, en ce jour solennel, la jeune République de Guinée que l'Assemblée générale, sur les recommandations quasi unanimes du Conseil de sécurité, vient d'admettre, je note sans opposition, au 82e fauteuil de l'Organisation des Nations Unies. Aussi bien, c'est au nom de ce peuple, de son gouvernement et de son président, M. Sékou Touré, notre guide bien-aimé, que je voudrais, Monsieur le Président, messieurs, vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour l'acte de confiance que vous venez de placer dans le plus jeune État du monde ayant accédé à l'indépendance nationale. Je voudrais aussi que soient associés à ces remerciements, bien sûr, tous les États amis qui nous ont reconnus, mais aussi tous les peuples. Diallo Telli va tenir des discours sérieux, des discours profonds, des discours vigoureux pour la souveraineté des nations africaines et des Caraïbes. Que rien de stable, rien de solide et de valable ne sera possible au Congo sans Patrice Lumumba, et moins encore contre lui et le nationalisme africain dont il est l'authentique porte-drapeau. Tout le monde reconnaîtra à cet égard que la prise de conscience du peuple congolais est un fait indéniable. Ni le chantage, ni la corruption, ni l'agression brutale, rien désormais ne pourra arrêter le vent de libération qui souffle sur le Congo et qui balayera inévitablement les colonialistes et leurs valets. Le Conseil de sécurité pourrait prendre d'ores et déjà dans le cadre de la nouvelle politique dynamique en faveur de la décolonisation. C'est ainsi qu'il pourrait et devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter sur tous les fronts de guerre coloniale les violations flagrantes des conventions internationales sur le traitement des prisonniers de guerre, en reconnaissant explicitement l'état de guerre existant actuellement dans les colonies portugaises, en Rhodésie, en Namibie et en Afrique du Sud. Profitant de l'occasion, Diallo Telli va tisser assez de relations avec la diaspora noire africaine vivant aux États-Unis et en Europe de l'époque, qui se battait justement pour la souveraineté de ces peuples-là.
Il devient un grand orateur. Il est connu, apprécié de tout le monde à cause de son courage et son dynamisme. Il entend par la suite que les États africains ont décidé justement de créer une organisation regroupant tous les pays africains en vue d'unifier leurs forces justement pour défendre les intérêts à la fois politiques, économiques et culturels des nations respectives composant le continent africain. Il décide donc de postuler pour occuper le poste du premier secrétaire général de l'OUA, devenu aujourd'hui l'Union africaine. Donc, ayant été informé de la grandeur de la mission qui lui incombe, il fut donc candidat, comme je vous disais. Il décroche le poste du premier secrétaire général de l'OUA. Il décide donc de quitter New York pour aller s'installer à Addis Abeba, en Éthiopie, le pays d'Haïlé Sélassié. Arrivé en Éthiopie, il va briguer un premier mandat, puis un deuxième mandat et décide de rendre le tablier pour retourner encore en Guinée pour servir sa nation, pour servir la Guinée. En Guinée, les mésaventures qui opposaient la France au guide suprême de la Révolution, en l'occurrence Ahmed Sékou Touré, ne se sont pas estompées. Voyant la situation très difficile, ça ne l'a pas empêché de revenir pour se mettre aux côtés de son peuple pour essayer d'apporter quelque chose encore une fois. La France, accusée par Sékou Touré de vouloir déstabiliser son régime, ne savait plus quoi faire. Ils ont continué justement à alimenter des politiques de déstabilisation de la Guinée à une échelle très grande. La France ira même jusqu'à introduire de faux billets pour essayer de faire couler l'économie guinéenne. C'est l'opération Persil. Sékou Touré crie au complot contre son régime. Il fait assassiner plusieurs milliers de civils et militaires guinéens de toutes les catégories sociales confondues. Diallo Telli, voyant la situation drastique, encore une fois, tente une médiation entre la France et la Guinée pour essayer encore une fois de désamorcer la crise et de rétablir la relation de coopération entre les deux pays. Mais c'est ce que Sékou Touré va percevoir très mal. Je voulais d'ailleurs signaler qu'en cette période où je vous parle, Sékou Touré avait déjà nommé Diallo Telli comme étant le ministre de la Justice, donc la garde des Sceaux. C'était l'homme qui pouvait régulariser la situation de la Guinée sur le plan judiciaire. C'était l'homme qu'il lui fallait pour régulariser la situation sur le plan juridique. Le Conseil constitutionnel, la législation guinéenne était entre les mains de Diallo Telli au moment de cette période-là. Avant donc de venir accepter ce poste, sa femme, Madame Kadiatou Diallo, lui dissuade de rentrer en Guinée. Sa femme et de nombreux de ses amis lui disent de ne pas rentrer en Guinée vu la multiplicité de nombre d'accusations de faux et de vrais complots dont on ne pouvait plus discerner et l'assassinat d'un nombre incalculable de citoyens guinéens, surtout les cadres, les hommes politiques, les opposants, les personnalités de tout genre, parce que je parle d'opposants, les opposants au régime parce qu'il y avait le parti unique, on se rappelle bien, mais toutes les personnes que Sékou Touré soupçonnait de près ou de loin qui étaient contre son régime n'allaient pas survivre. Donc, je ne dis pas que Diallo Telli était contre ce régime, mais le fait que sa femme le voyait comme étant un potentiel personnage qui pouvait attirer l'attention de Sékou Touré allait créer, selon elle, un sentiment de peur qui pouvait atteindre à la dignité et à la vie de son mari. Voilà pourquoi elle dissuade son mari de rentrer en Guinée en cette période-là. Parce que au même moment, nombreuses sont des personnes qui étaient déjà en train de croupir dans les prisons guinéennes. D'autres ont déjà été assassinés. Donc, elle savait, sa femme savait que ces complots qui ont servi de prétexte, des complots que ce soit vrai ou de faux complots, ces complots qui ont servi de prétexte ont permis la liquidation de nombreux cadres. Il y a eu, par exemple, le complot des commerçants,
le complot Kamandjabi, le complot des enseignants, etc., qui ont fait que beaucoup de cadres, beaucoup de personnalités de toutes sortes, de toutes les couches sociales se sont retrouvés en prison, parfois assassinés, pendus, ficelés. Malheureusement, Diallo Telli n'écouta pas sa femme. Il rentre en Guinée et brigue le poste de ministre de la Justice. Durant cette situation, il essaye de désamorcer la crise encore une fois. Comme toujours, ça a créé un regain de tension entre lui et le pouvoir en place. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que quand vous mangez avec le diable, quand vous dînez avec le diable, gardez toujours le regard sur lui. Ça voudrait dire quoi? Prenez toujours vos précautions. Alors, selon les informations rapportées par sa femme, Madame Kadiatou Diallo, Sékou Touré profita de l'occasion pour inviter Diallo Telli à un dîner galant au palais, en l'absence de sa femme, Madame Diallo. Un soir, le téléphone a sonné vers 19h. C'est moi qui ai pris. Est-ce que je veux parler à Telli? Oui, je vais passer Telli. Petite conversation. Telli rapproche et me dit je vais à la présidence. Je lui dis tu sais, je n'aime pas tes visites à la présidence, particulièrement à cette heure-ci. J'ai dit, c'est l'heure idéale pour te faire dîner. Je sais que je ne veux pas que tu manges là. Je voudrais que tu te rendes compte, que tu saches que tous les proches de Sékou Touré évitent de manger chez lui, à commencer par son frère Ismaël, à commencer par son ami Saïfullah Diallo. Il ne mange pas chez lui. Il me dit non, c'est pour discuter d'un dossier. Il ramasse un dossier, il prend la voiture, il s'en va. Vers 8h30, il me téléphone, dîner, ne m'attendez pas pour dîner, je dîne ici. Il a dîné. Toujours selon Madame Diallo, lors de ce dîner galant, le président Sékou Touré tenu ses propos suivants. Diallo Telli, moi on ne me surprend pas. Et Diallo Telli, stupéfait, retorqua, mais qui voudrait bien vous surprendre, monsieur le président? Ainsi, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1976, aux alentours d'1h du matin, alors que Diallo Telli était déjà rentré chez lui à la maison en train de dormir, c'est là que des pick-up remplis d'hommes en uniforme vont venir l'arrêter et le déposer au camp Boiro, la grande prison. Camp Boiro, la grande prison, par hasard de l'histoire, se trouvait juste à quelques mètres du domicile de Diallo Telli. On s'est couché, on a dormi. Vers minuit et demi, 1h, c'est sa nièce qui tape à notre porte. Car il y a des militaires à la porte. Je bondis la première. Je lui dis où sont-ils? Ils sont à la cuisine, du côté de la cuisine. Je suis allé. Il y avait la clé sur la porte. Les filles avaient refusé d'ouvrir. Il y avait ma soeur et la nièce de Telli. Ils avaient refusé d'ouvrir. Je suis arrivé, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait tout un bataillon de militaires. J'ai refusé d'ouvrir également. Telli, pendant ce temps, est arrivé par derrière. Il a regardé par la fenêtre. Il en a reconnu. Ah, Calaban, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voudrais vous parler. C'est Telli qui a ouvert la porte. Calaban est rentré avec lui toute une tapée de militaires derrière lui. C'est la nièce de Telli qui les a suivis. Moi, j'étais cloué à la cuisine, je ne pouvais plus bouger. Elle est revenue me dire Tanti, quand vous appelle? Je suis arrivé. On m'a laissé faire un chemin, je suis passé. Je suis allé le trouver en train de s'habiller dans la chambre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis arrêté. Alors, une fois en prison, Diallo Telli sera exposé à toute forme d'humiliation, toute forme de torture, toute forme d'injure, parfois même les plus abjectes. Sékou Touré envoya plusieurs lettres
à Diallo Telli, lui demandant d'avouer son implication concernant les complots contre la Guinée. Dans l'une d'entre elles, il disait ceci: Telli, au-delà de nos responsabilités respectives devant notre peuple et l'histoire, nous pensons que tu es bien placé pour coopérer étroitement avec la Révolution. Si pendant 19 jours de souffrance, tu t'es obstiné à utiliser le droit des autres pour prouver ton innocence, nous ne pouvons pas nous faire à cette littérature juridique. Plus loin, il dit: ton seul souci étant de parvenir au pouvoir au sein d'un régime réactionnaire, tu n'hésites pas à entraîner le maximum de cadres, même intègres dans ta trahison, en vue d'aboutir à un soulèvement populaire où le parti-État de la Guinée perdrait la situation. En pensant que, pour une fois que tu sauras te mettre aux côtés de notre peuple, nous te rappelons que tu es encore utile à ta famille. Prêt pour la révolution, Ahmed Sékou Touré, Conakry, le 23 décembre 1976. Diallo Telli ayant reçu cette lettre, ne tarda pas à répliquer. Il écrivit au président en ces termes: Au président Ahmed Sékou Touré, cher président, en recevant ta lettre datée du 23 décembre, j'ai voulu y répondre par une longue et profonde lettre, mais le nouvel environnement m'en a empêché. Toutefois, tu voudras bien m'entendre sur 2 points. Un éventuel soulèvement populaire et mes nouvelles préoccupations. Concernant le premier point, l'histoire nous a montré que tous les régimes dont l'assise repose sur le mensonge et la force périssent par la force. Ce soulèvement populaire qui te hante, je ne l'ai jamais souhaité pour mon pays, mais il est inévitable. Il a été obtenu de moi une déposition dans laquelle je devrais être président de la République de Guinée, suite à un coup de force. Très sérieusement, entre nous, soyons sérieux. Tu sais que j'ignore tout ce scénario. Puisque je l'ignore, comment veux-tu que j'entraîne des personnes dans ma soi-disant trahison, dont je nie l'existence, tant au fond qu'à la forme? Toi et moi, nous sommes d'accord sur un point. Il y a eu trahison, mais c'est moi la victime. Si j'ai trahi la Guinée et l'Afrique au profit du PDG, ce dernier aussi m'a trahi. Depuis que je suis dans ma cellule 54, mon seul souci est de savoir comment trouver la vie vers mon Créateur. Mon unique sauveur est Dieu. Il est trop tard pour lui demander de sortir du Camboiro. Malgré ton engagement, pas écrit, de faire passer mon authentique déclaration à la radio, je doute que tu le fasses. Et pourtant, elle revêt pour moi une grande importance, car à défaut d'un testament proprement dit, elle me permet de communier avec tous ceux qui m'accordent le crédit moral que tu voudrais effacer. Diallo Telli, Camboiro, le 24 décembre 1976. Ils vont le pousser à faire de faux aveux. Il va tenir longtemps, il va essayer de tenir avec tout le courage qu'il avait en lui. Mais avec la méthode soviétique de torture, il finit par craquer. Les tortionnaires donc vont récupérer les enrichissements de ses aveux, qui vont transmettre, qui vont faire parvenir à Sékou Touré, qui va les écouter d'abord, et ensuite, il va ordonner, comme pour la plupart des cas des autres prisonniers, à ce que cela soit transmis aux ondes de la radio-télévision nationale guinéenne pour que tous les Guinéens puissent écouter son témoignage, ses aveux, ses soi-disant aveux. Alors Sékou Touré aussi prendra la parole. Il va accuser ouvertement Diallo Telli d'avoir été un traître au service des puissances impérialistes qui ont voulu déstabiliser la Guinée, que Henry Kissinger était l'intermédiaire, qui était le conseiller à la présidence des États-Unis, était celui qui l'aurait mis en contact avec Edgar Hoover, qui était le patron de la CIA, qui ont voulu par la suite l'utiliser contre la Guinée. Alors, Diallo Telli aussi finira par payer le prix de toutes ces accusations. Il sera donc incarcéré au Camboiro. La porte de sa cellule sera marquée par la lettre D, qui veut dire simplement diète noire ou D diète.
La diète noire, c'est quoi? C'est que le prisonnier, sur ordre des autorités, devrait être privé d'eau, de soins et de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc Diallo Telli va mourir dans cette prison-là. Enfin, Diallo Telli va mourir le 1er mars 1977, c'est-à-dire juste 7 mois après son arrestation. Son corps sera remis aux autorités qui vont essayer de cacher son corps, de l'enterrer dans un endroit tenu secret. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne pourra vous dire avec exactitude où se trouve la dépouille du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Certains vous diront que son corps a été enterré en banlieue de Conakry, précisément à Kaporo, mais il n'y a aucune certitude possible pour pouvoir vérifier parce qu'il n'y a pas de traces d'enterrement. Il n'y a aucune enquête véritable qui puisse démontrer avec exactitude le lieu dans lequel sa dépouille a été ensevelie. Diallo Telli, comme pour la plupart des citoyens guinéens de l'époque, ont été accusés à tort, torturés, assassinés sans avoir droit à un avocat. Personne ne peut dire avec exactitude que tous les accusés faisaient partie bel et bien à des complots, qu'ils soient réels ou imaginaires. Voilà pourquoi aujourd'hui le problème se pose. La question qu'on se pose, c'est pourquoi le camp Boiro n'a pas été gardé comme tel pour que les futures générations, les Guinéens et les Africains et le monde entier puissent venir se recueillir et trouver les bonnes informations, mettre en fait ce sanctuaire comme étant un site touristique pour pouvoir permettre à la réconciliation d'abord nationale, à rendre justice, à situer les responsabilités, à réhabiliter les personnes qui ont été accusées à tort, comme je vous dis, parce qu'il n'y a pas eu d'avocat, il n'y a pas eu donc de justice, il n'y a pas eu de procès. Tous ces aveux ont été obtenus sur la base de la torture. Et on sait que toute personne qui est torturée finira par craquer et faire ce que son tortionnaire lui dit de faire pour pouvoir sauver sa vie. Mais malheureusement, des gens sont morts pour avoir été accusés à raison ou à tort pour des choses que parfois elles ignoraient. À la mort de Sékou Touré en 1984, à la prise du pouvoir par le CMRN, par le colonel Lansana Conté de l'époque, le camp Boiro a été ouvert et ça a permis à ce que les Guinéens découvrent l'horreur qui existait dans ce camp Boiro-là. Ça a permis à ce que le monde entier retrouve ce qui s'est passé dans ce sinistre camp Boiro, qui est aujourd'hui un symbole, une tache noire dans l'histoire politique, dans l'histoire économique, même culturelle de la Guinée. Ainsi, en Guinée, nombreuses sont les prisons qui gardent des secrets. Nombreux sont les charniers qui gardent encore des secrets parce que les pouvoirs politiques qui se sont succédés n'ont jamais voulu déclassifier avec exactitude les dossiers concernant l'accusation de Diallo Telli et les autres hommes politiques guinéens de toutes les classes sociales. Mais pour le cas de Diallo Telli, jusqu'à présent, les autorités guinéennes n'ont pas voulu rendre public de façon exacte quelles sont les causes réelles qui ont fait que Diallo Telli a été assassiné. Jusqu'à présent, le peuple de Guinée se pose la question de savoir où est passé le corps du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Les Guinéens se posent cette question. Les Africains, comme moi, et d'autres Guinéens, d'autres Africains du monde entier se posent la question où est passé le corps du premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la dans tes groupes et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Nyamo aula kildi mosa jomanta waya no di ko nyawe